J'ai acheté une voiture d'occasion à la mère de ma belle-fille, mais le GPS contenait une adresse enregistrée simplement sous le nom de « résidence ». J'ai pensé qu'elle avait tout simplement oublié de la supprimer. Curieuse, je m'y suis rendu en voiture. La route menait à un point de vue en montagne. Un vieil homme m'y attendait. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Mais avant d'en arriver à ce moment, je dois vous dire qui j'étais, car la femme qui a gravi cette montagne en voiture n'était pas la même que celle qui en est redescendue. Je m'appelle Elena. J'ai 63 ans. Et depuis 5 ans, je n'étais que l'ombre de moi-même. Je ne sais pas exactement quand j'ai cessé de vivre. C'était peut-être le jour où j'ai enterré mon mari. Ou peut-être après, quand j'ai réalisé que la maison restait silencieuse même lorsque je hurlais intérieurement. En réalité, peu importe quand cela a commencé. Ce qui importe, c'est que j'en étais arrivé à un point où me réveiller et m'endormir me semblaient exactement identiques. Vide, automatique, dénué de sens. Mes journées se ressemblaient toutes. Je me réveillais à 6 heures du matin sans réveil, car mon corps avait oublié comment dormir paisiblement. Je préparais du café juste pour moi. Je buvais ma tasse sur la même chaise, en regardant le même mur. Puis venait le petit déjeuner. Après cela, la télévision. Des émissions dont je me moquais, des voix de personnes que je ne connaissais pas remplissant ce silence que j'avais peur d'affronter. L'après-midi, j'allais parfois au supermarché. J'achetais les mêmes choses. Je saluais les mêmes personnes. Je rentrais à la maison. Et ainsi, jour après jour, la vie me glissait entre les doigts comme du sable. Mes enfants m'appelaient le dimanche. Ils demandaient toujours la même chose, « Comment vas-tu, maman ?» Et je donnais toujours la même réponse, « Ça va, mon cœur. Je tiens le coup. » Mais en réalité, je n'allais nulle part. J'étais bloqué, figé dans le temps, comme si ma vie s'était arrêtée le jour de son départ et que je ne m'en étais tout simplement pas encore rendu compte. Parfois, je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas la femme qui me fixait en retour. Ses yeux étaient fatigués. Sa bouche avait oublié comment sourire vraiment. Cette femme, c'était moi, mais en même temps, ce ne l'était pas. C'était ce qu'il restait de moi après tant de temps passé à simplement exister. Je n'avais pas d'amis proches. Enfin, j'avais des connaissances, des gens avec qui j'échangeais des salutations dans la rue ou à l'église, mais personne qui me connaissait vraiment. Personne que je pouvais appeler à 3 heures du matin pour lui dire que je me sentais perdu. J'avais arrêté de cultiver des amitiés il y a des années. D'abord parce que m'occuper de mon mari malade me prenait tout mon temps. Ensuite parce que je n'en avais tout simplement pas l'énergie, et plus tard parce que je m'étais habitué à la solitude. J'en étais devenu une experte. À tel point qu'elle commençait à me sembler plus confortable que la compagnie d'autrui. Ma belle-fille, Marilyn, était l'une des rares personnes qui essayait encore de garder le contact. Elle venait me rendre visite toutes les 2 semaines, toujours sous un prétexte, je passais par là et j'ai pensé à t'apporter ces biscuits, ou, j'étais dans le coin et je voulais voir comment tu allais. Je savais qu'elle ne passait pas par hasard. Je savais qu'elle venait parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Et même si je ne le lui ai jamais dit, je la remerciais en silence. Marilyn avait cette capacité rare d'être présente sans être envahissante, de s'inquiéter sans juger. C'était une fille bien meilleure que ce que mon fils méritait. Pour être honnête, c'est Marilyn qui m'a parlé de la voiture. Un après-midi d'avril, elle est venue chez moi avec cet air que l'on prend quand on a quelque chose d'important à dire mais qu'on ne sait pas par où commencer. Nous nous sommes assises dans le salon. Et après quelques minutes de banalité, elle a annoncé la nouvelle. Sa mère, Elisabeth, était décédée 3 semaines plus tôt. Un cancer. Rapide et impitoyable, comme ces choses-là le sont généralement. Je l'avais à peine connue. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors de réunions de famille, avions échangé des mots courtois, mais sans plus. C'était une femme discrète et élégante, qui avait toujours dans les yeux une profonde tristesse dont j'ignorais la cause. Marilyn m'a dit qu'il vendait les affaires de sa mère, la maison, les meubles, la voiture, et qu'elle avait pensé à moi en voyant la voiture parce qu'elle savait que j'en avais besoin. La mienne avait rendu l'âme 6 mois plus tôt, et depuis, je dépendais des taxis où je devais demander à mes enfants de me conduire, ce que je détestais. Je n'aimais pas être un fardeau. Je n'aimais pas avoir besoin de qui que ce soit. Marilyn m'a proposé la voiture à un prix dérisoire.
3 000 $ pour un véhicule qui en valait au moins 10 000. C'était la voiture de maman, m'a-t-elle dit. Je veux qu'elle aille à quelqu'un qui en prendra soin, quelqu'un de la famille. J'ai accepté sans trop réfléchir. J'avais besoin d'une voiture et le prix était impossible à refuser. Mais plus que cela, je pense que j'ai accepté parce qu'il était plus facile de dire oui que d'expliquer pourquoi je refusais. Nous avons signé les papiers la même semaine. Marilyn m'a remis les clés avec un sourire triste. Maman en a vraiment pris grand soin, a-t-elle dit. J'espère qu'elle te sera utile. J'ai hoché la tête. Je l'ai remerciée. Et je suis rentré chez moi avec une voiture qui sentait encore le parfum d'une femme décédée. Les premiers jours, je ne l'ai utilisée que pour le strict nécessaire, aller au supermarché, à la pharmacie, à l'église le dimanche. C'était une bonne voiture, une berline grise confortable et silencieuse. Elle avait un GPS intégré, ce que mon ancienne voiture n'avait jamais eu. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je n'allais nulle part de nouveau qui nécessitait un système de navigation. Mais un après-midi, alors que j'attendais sur le parking de la banque, j'ai commencé à jouer avec les boutons. Une curiosité née de l'ennui, rien de plus. J'ai allumé le GPS et j'ai commencé à vérifier les fonctions, et c'est là que je l'ai vu. Il y avait une adresse enregistrée, une seule. Elle s'appelait simplement « Résidence ». J'ai pensé que c'était la maison d'Elisabeth, qu'elle avait simplement enregistré sa propre adresse pour une raison quelconque. Les personnes âgées font parfois ce genre de choses. Nous enregistrons des informations redondantes au cas où. Mais quelque chose me semblait étrange. Pourquoi l'appeler « résidence » et non pas « maison » ou « foyer » ? Ce mot sonnait formel, distant, comme s'il ne s'agissait pas d'un endroit où l'on vit vraiment, mais d'un endroit où l'on se rend. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette adresse, à la raison de sa présence, à sa signification. Je me disais que c'était stupide, que cela n'avait pas d'importance, qu'Elisabeth l'avait probablement enregistré il y a des années et avait oublié de l'effacer. Mais mon esprit ne pouvait pas lâcher prise parce que, tout au fond de moi, je pense que j'avais besoin d'un mystère. Quelque chose pour briser la monotonie. Quelque chose pour éveiller à nouveau ma curiosité. Et cette adresse, si simple et si étrange à la fois, était exactement ce qu'il me fallait. Le lendemain, je me suis surprise à chercher l'adresse sur Internet. J'ai copié les coordonnées GPS et les ai collées sur la carte. L'emplacement est apparu au milieu de nulle part. Une route de montagne à 2 heures de Denver. Aucun bâtiment signalé à proximité. Pas de repère clair. Juste un point sur la carte entouré de verre. Un point de vue peut-être, ou un endroit abandonné. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi Elisabeth aurait-elle enregistré une telle adresse ? Qui avait-il là-haut qui méritait un nom aussi spécifique ? 3 jours ont passé. 3 jours durant lesquels je ne pouvais penser à rien d'autre. Je me surprenais à regarder les clés de la voiture, m'imaginant gravir cette montagne, me demandant ce que je trouverais au bout de la route. Je me sentais ridicule. Une femme de 63 ans obsédée par une adresse sur un GPS. Mais en même temps, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelque chose comme de l'excitation, de l'impatience, comme si un secret m'attendait et que j'étais la seule à détenir la clé pour le découvrir. Le matin du 4e jour, j'ai pris une décision. J'allais y aller. Je n'avais rien à perdre. Personne ne m'attendait à la maison. Je n'avais aucun projet, aucune raison de rester. Et peut-être, juste peut-être, que cet endroit recelait des réponses. Ou peut-être qu'il ne contenait rien. Mais d'une manière ou d'une autre, je devais savoir. Je devais suivre cette curiosité jusqu'au bout, car si je ne le faisais pas, je savais que je le regretterais. Et j'avais déjà bien assez de regrets dans ma vie pour ne pas en ajouter un de plus à la liste que je portais en silence. Je suis parti tôt ce matin-là, avant de changer d'avis. Avant que la raison ne puisse me convaincre que c'était de la folie. Je me suis habillé avec des vêtements confortables, j'ai rempli une bouteille d'eau, j'ai pris les clés et j'ai quitté la maison sans me retourner. Le GPS était déjà allumé. L'adresse de la « résidence » clignotait sur l'écran comme une invitation ou un avertissement. Je n'en étais pas sûr. Les premières rues m'étaient familières. Je passais devant des endroits que je connaissais. La boulangerie où j'achetais des bagels le samedi. Le parc où je me promenais avec mon mari.
L'école où mes enfants avaient étudié il y a des décennies. Mais à mesure que je m'éloignais du centre-ville, tout commençait à paraître étrange. Les maisons s'espaçaient. Les bâtiments disparaissaient. Les arbres se multipliaient. Soudain, je me suis retrouvé sur une autoroute que je n'avais jamais vue auparavant. Le GPS me guidait de sa voie robotique et calme, continuez sur 3 miles. Tournez à droite. Restez sur cette route. J'obéissais sans réfléchir. Mes mains sur le volant, mes yeux fixés sur la route, mon esprit suspendu entre la peur et la curiosité. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver. Une partie de moi pensait que j'arriverais devant une maison vide ou un endroit abandonné sans histoire. Mais une autre partie, celle qui m'avait tenu éveillé pendant 3 nuits, savait qu'il y avait quelque chose de plus. La route a commencé à monter. Des virages serrés, des arbres si hauts qu'ils bloquaient le soleil. L'air est devenu plus frais, plus pur. Je sentais l'odeur du pain et de la terre humide. Cela faisait des années que je n'avais pas quitté la ville ainsi, des années que je ne m'étais pas aventuré au-delà de mon petit cercle de sécurité. Et maintenant, j'étais ici, à gravir une montagne pour une adresse qu'une femme décédée avait enregistrée dans son GPS. Si quelqu'un m'avait dit une semaine plus tôt que je ferais cela, j'aurais ri ou pensé que je perdais la tête. 1 heure est passée, puis une autre. La route devenait de plus en plus étroite, de plus en plus solitaire. Il n'y avait pas d'autres voitures, pas de maison, juste la route qui serpentait à travers les arbres et le bruit du moteur qui remplissait le silence. J'ai commencé à douter, à me demander si je devais faire demi-tour. Mais quelque chose en moi me disait de continuer, que j'étais déjà allé si loin que revenir en arrière serait pire que de poursuivre. Vous êtes arrivé à votre destination. La voix du GPS m'a fait sursauter. J'ai levé les yeux et j'ai vu que la route se terminait par une petite clairière de terre battue. Il y avait de la place pour garer 3 ou 4 voitures, mais l'endroit était complètement désert. D'un côté, un sentier de pierre menait vers ce qui ressemblait à un point de vue. Je pouvais voir une rambarde en bois au loin, et au-delà, le ciel ouvert. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était absolu. Je suis resté assise dans la voiture un moment, respirant profondément, essayant de calmer la nervosité qui m'avait soudainement envahi. Qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je m'attendais à trouver? Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible désormais. J'avais conduit pendant 2 heures pour arriver ici. Je ne pouvais pas partir sans au moins voir ce qu'il s'y trouvait. J'ai ouvert la portière et je suis sorti. L'air froid de la montagne m'a fouetté le visage. J'ai resserré mon pull autour de moi et me suis dirigé vers le sentier. Mes pas crissaient sur les pierres meubles. Le vent faisait bouger les branches des arbres, créant un murmure constant. En approchant du belvédère, le paysage s'est ouvert devant moi. Des montagnes s'étendant à perte de vue. Des vallées profondes couvertes de verdure. Un ciel si vaste qu'il me faisait me sentir petite et insignifiante. Mais ce n'est pas le paysage qui m'a coupé le souffle. C'était l'homme debout près de la rambarde. Un vieil homme. Il devait avoir près de 80 ans. Il me tournait le dos, regardant l'horizon. Il portait un pull marron usé et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant. Et il y avait quelque chose dans sa posture, si immobile, si patiente, qui me faisait penser qu'il attendait depuis longtemps. J'ai fait un autre pas, puis un autre. Mes pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, et quand je ne fus plus qu'à quelques mètres, il s'est retourné comme s'il avait senti ma présence. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. J'ai su que cet homme savait exactement qui j'étais, ou du moins qu'il savait pourquoi j'étais là. « Vous êtes venu » a-t-il dit. Sa voix était douce, enrouée par l'âge, mais pleine d'une émotion contenue. Je suis resté pétrifié. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai juste regardé, essayant de comprendre ce qui se passait. Il a fait un pas vers moi. Ses yeux étaient humides. Je pensais que personne ne viendrait, a-t-il dit. Je pensais que le message serait perdu, mais vous êtes venu. Je ne comprends pas, ai-je enfin réussi à dire. Ma voix semblait petite, tremblante. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Quel message? Le vieil homme a souri, d'un sourire triste qui portait des décennies de douleur. La voiture que vous conduisez, a-t-il dit, c'était celle d'Elisabeth.
J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'était la mère de ma belle-fille. Elle est décédée il y a environ un mois. Il a fermé les yeux un instant, comme si ces mots le blessaient physiquement. Je sais, a-t-il murmuré. J'ai su au moment même où elle a cessé de venir. Mon esprit tournait à toute allure, essayant de relier les indices. Vous la connaissiez, ai-je dit. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Il a hoché la tête. Je l'ai connue toute ma vie, depuis que nous étions enfants. Et je l'ai aimée chaque jour de toutes ces années. Même quand elle n'était pas là, même quand je pensais que je ne la reverrais jamais. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a brisé le cœur. Je pouvais ressentir le poids de ses mots, la douleur de toute une vie d'attente. Pourquoi a-t-elle laissé l'adresse dans le GPS, ai-je demandé. Le vieil homme s'est tourné de nouveau vers l'horizon. Parce qu'Elisabeth savait que quelqu'un la trouverait, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui ne pourrait pas laisser un mystère non résolu. Elle m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, elle laisserait un indice pour que je sache qu'elle ne m'avait jamais oublié. Pour que quelqu'un vienne me dire qu'elle avait pensé à moi jusqu'à la fin. J'ai senti une gorge nouée. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son histoire, mais je pouvais ressentir l'énormité de ce que j'entendais. Cet homme avait attendu ici, espérant un signe, attendant que quelqu'un suive la piste qu'Elisabeth avait laissée. Et j'avais été cette personne. J'avais suivi ma curiosité jusqu'à cet endroit. Et maintenant, je me tenais devant un amour qui avait survécu à des décennies de séparation. Quel est votre nom, ai-je demandé doucement. Il m'a regardé de ses yeux fatigués mais pleins de vie. Robert, a-t-il dit. Je m'appelle Robert, et vous devez être quelqu'un de spécial pour avoir suivi ce chemin. Peu de gens l'auraient fait. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas spécial. Je suis juste une vieille femme qui s'ennuyait et qui n'avait rien de mieux à faire. Il a souri à nouveau. C'est ce que nous disons tous quand nous faisons quelque chose de courageux. Mais la vérité, c'est que venir ici a demandé du courage, bien plus que vous ne le pensez. Nous sommes restés en silence un moment. Deux inconnus unis par le dernier souhait d'une femme qui n'était plus là. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment digérer tout cela. Mais je sentais quelque chose changer en moi. Quelque chose qui s'était endormi depuis des années commençait à se réveiller. Et tout avait commencé par une simple adresse sur un GPS, par un mystère que je n'avais pas pu ignorer, par une curiosité qui m'avait mené jusqu'ici. Racontez-moi, ai-je dit. Je veux savoir qui était Elisabeth pour vous. Je veux comprendre pourquoi cet endroit était si important. Robert a pris une profonde inspiration et, d'une voix qui tremblait entre le souvenir et la douleur, et a commencé à parler. Et moi, une femme qui avait cessé d'écouter des histoires depuis des années, je suis resté là à écouter chaque mot, ressentant chaque émotion, vivant chaque instant d'un amour qui n'était jamais mort. J'ai rencontré Elisabeth quand nous avions 8 ans, a commencé Robert. Sa voix s'est adoucie tandis qu'il parlait, comme si chaque mot était un trésor conservé depuis trop longtemps. Nous étions voisins. Nos maisons étaient juste à côté l'une de l'autre dans une petite ville à 2 heures d'ici. C'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Elle avait de longs cheveux sombres, toujours attachés en une tresse. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux pouvaient lire directement dans votre âme. Il s'est interrompu un moment, perdu dans ses souvenirs. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Le vent faisait bouger ses cheveux blancs, et il semblait voir quelque chose que je ne pouvais pas voir, quelque chose qui n'existait que dans sa mémoire. Nous étions inséparables, a-t-il poursuivi. Nous jouions ensemble tous les jours. Nous avons grandi ensemble, et quand nous avons eu 16 ans, j'ai su que je l'aimais, pas de la façon dont un garçon aime, mais de la façon dont un homme aime une femme, complètement, sans réserve, sans doute. Et elle, ai-je demandé doucement, vous aimait-elle? Robert a hoché la tête avec un sourire qui était à la fois de la pure douleur et de la pure joie. Oui, elle me l'a dit à cet endroit précis. Nous avions 17 ans. Je l'ai amenée ici sur ma vieille moto. Nous avons gravi la montagne au coucher du soleil, et quand nous sommes arrivés à ce belvédère, elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec moi. Que quoi qu'il arrive, ce serait toujours nous deux. Que s'est-il passé ensuite, ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse serait douloureuse. Robert a serré la mâchoire. Nos familles s'en sont mêlées. Ma famille était pauvre, très pauvre. I worked on the farm with my father.
Nous avions à peine de quoi manger. La famille d'Élisabeth était différente. Son père possédait des terres. Ils avaient de l'argent. Ils avaient un nom. Et quand nous nous sommes fiancés en secret, quand je lui ai demandé de m'épouser, tout s'est effondré. Il s'est éloigné de la rambarde et a fait quelques pas. Je l'ai suivi en silence. Son père l'a découvert, a-t-il continué. J'ignore comment, mais il le savait. Et il est venu chez moi un soir. Il a dit à mon père que si je continuais à voir Élisabeth, il nous retirerait les terres que nous louions. Il nous laisserait à la rue. Mon père m'a supplié de la quitter. Il m'a dit que je ne pouvais pas ruiner toute la famille pour un amour de jeunesse, qu'il y aurait d'autres femmes, qu'avec le temps je l'oublierais. Mais vous ne l'avez pas oublié, ai-je dit. Robert a ri sans humour. Comment aurais-je pu? J'ai essayé de rester à l'écart. J'ai arrêté de la chercher. J'ai arrêté d'aller dans les endroits où je savais qu'elle serait. Mais la douleur était insupportable, et elle souffrait aussi. J'ai appris plus tard qu'elle pleurait chaque nuit, qu'elle avait cessé de manger, que son père avait dû l'emmener chez le médecin parce qu'elle était malade de tristesse. 3 mois plus tard, Élisabeth m'a retrouvé. Elle m'a trouvé en train de travailler dans les champs. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle mourrait si nous n'étions pas ensemble. Et moi, que Dieu me pardonne, j'ai été faible. Je l'aimais trop pour la laisser partir. Alors, nous avons commencé à nous voir en secret, ici même. C'était notre refuge, notre monde à part. Nous montions sur la montagne chaque fois que nous le pouvions. Parfois pour 1 heure seulement, parfois nous restions jusqu'au lever du soleil. Et sur ce belvédère, nous étions libres. Il n'y avait que nous. Combien de temps cela a-t-il duré? Ai-je demandé. Robert a regardé le ciel. 2 ans. 2 ans volés. 2 ans de mensonges, de cachettes et de peurs constantes. Mais ce furent aussi les 2 années les plus heureuses de ma vie. Parce que je l'avais. Même si c'était en secret, même si ce n'était qu'en cet endroit, je l'avais et cela suffisait. Mais cela n'a pas duré éternellement, ai-je dit doucement. Il a secoué la tête. Non, un après-midi, le frère d'Élisabeth nous a suivis. Il nous a trouvés ici. Il l'a dit à leur père, et cette fois, son père n'est pas venu me menacer. Il a simplement emmené Élisabeth. Il l'a envoyée vivre chez des oncles et tantes dans une autre ville. Il me l'a arrachée du jour au lendemain. Pas d'adieu, pas d'explication. Un instant elle était là, et le suivant elle avait disparu. J'ai senti mon cœur se serrer. Vous n'avez pas pu la contacter? Robert a essuyé ses yeux du revers de la main. J'ai essayé. J'ai écrit des lettres. Elles sont toutes revenues sans avoir été ouvertes. Je suis allé dans la ville où elle se trouvait. Son oncle m'a chassé avec un fusil de chasse. Ils m'ont dit que si jamais je m'approchais d'elle à nouveau, ils me jetteraient en prison. Qu'ils inventeraient quelque chose s'il le fallait, que je devais l'oublier et continuer ma vie. Mais vous avez continué à venir ici, ai-je dit en regardant le belvédère désert. Robert a hoché la tête. Chaque semaine pendant 40 ans. Je venais ici chaque dimanche. Au début, je venais parce qu'espérais qu'elle reviendrait, parce que je pensais qu'elle trouverait un moyen de me revenir. Mais les mois ont passé, puis les années, et elle n'est jamais revenue. J'ai appris qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu des enfants, qu'elle avait construit sa vie sans moi. Vous ne vous êtes pas marié? Ai-je demandé, même si j'en connaissais déjà la réponse. Il a lentement secoué la tête. Je ne pouvais pas. J'ai essayé de fréquenter d'autres femmes. Ma famille me mettait la pression. Mes amis me disaient que j'étais un imbécile. Que je gâchais ma vie à attendre quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Et ils avaient raison. J'étais un imbécile. Mais je n'y pouvais rien. Parce que chaque fois que j'essayais d'embrasser une autre femme, je voyais le visage d'Élisabeth. Chaque fois que j'essayais d'aimer quelqu'un d'autre, mon cœur me rappelait qu'il lui appartenait déjà. Alors, vous avez continué à venir ici, ai-je dit. Robert a souri tristement. Oui. L'espoir s'est transformé en rituel. Je ne venais plus en m'attendant à la voir. Je venais parce que c'était le seul endroit où je pouvais encore me sentir proche d'elle. Où les souvenirs étaient si forts que je pouvais presque l'entendre rire. Je pouvais presque sentir sa main dans la mienne. Cet endroit est devenu mon église, ma confession, mon refuge. Nous sommes restés silencieux.
Je ne savais pas quoi dire devant tant de douleur, devant une vie entière dédiée à un amour impossible. Robert est retourné vers la rambarde et a regardé la vallée. Il y a 6 mois, a-t-il dit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais ici un dimanche matin, comme d'habitude, et j'ai entendu une voiture monter la route. Je n'y ai pas prêté attention. Parfois, des randonneurs montent, mais quand la voiture s'est garée et que la portière s'est ouverte, je l'ai vue. C'était Elisabeth. Après 40 ans, elle se tenait là, à me regarder, et je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Elle est revenue, elle chuchotait. Robert a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Elle a marché vers moi. Elle n'était plus la jeune fille de 17 ans que j'avais aimée. C'était une femme mûre avec des cheveux gris, des rides, mais ses yeux. Ses yeux étaient toujours les mêmes. Et quand elle m'a parlé, c'était comme si pas un seul jour ne s'était écoulé. Robert, m'a-t-elle dit, pardonne-moi d'avoir été si longue. Pardonne-moi de ne pas avoir été plus courageuse. Je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai serrée comme j'en avais rêvé pendant 40 ans. Et nous avons pleuré. Nous avons tous les deux pleuré comme des enfants. Tous les mots non dits, toutes les vies que nous n'avions pas vécues ensemble, tout ce temps perdu, tout est ressorti dans cette étreinte. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'elle pensait à moi chaque jour de sa vie, que son mariage avait été arrangé, qu'elle avait été une bonne épouse et une bonne mère, mais que son cœur n'avait jamais appartenu à son mari. Il avait toujours été mien. Pourquoi est-elle revenue après si longtemps? Ai-je demandé. Robert a pris une grande inspiration. Parce qu'elle était malade, un cancer. Les médecins lui donnaient 6 mois, et elle a décidé qu'elle ne pouvait pas mourir sans me voir une dernière fois, sans me dire qu'elle m'avait toujours aimé, sans me dire au revoir dans cet endroit où tout avait commencé. Nous sommes venus ici chaque semaine après cela, a poursuivi Robert, la voix brisée. Chaque dimanche, comme nous le faisions quand nous étions jeunes. Elle conduisait depuis la ville. Je montais dans ma vieille camionnette. Et nous nous retrouvions ici, à notre endroit. Nous parlions pendant des heures de tout ce que nous avions vécu séparément, des enfants qu'elle avait eus, des emplois que j'avais occupés, des rêves qui ne s'étaient jamais réalisés, de la vie qui aurait dû être la nôtre. Elle s'est assise par terre, près de la rambarde. Je l'ai imitée, m'asseyant à ses côtés. Le vent soufflait doucement et le soleil commençait à se coucher sur l'horizon. Nous n'avions pas beaucoup de temps, a dit Robert. Nous le savions. Chaque semaine qui passait, elle était plus faible, plus pâle. Le cancer la rongeait. Mais elle n'a jamais manqué un jour. Pas un seul dimanche, même quand elle pouvait à peine marcher. Même quand la douleur était terrible, elle venait parce que ces moments étaient tout ce que nous avions. Je lui ai demandé si elle regrettait sa vie, d'avoir épousé un autre homme, de ne pas s'être battue davantage pour nous. Elle m'a regardé de ses yeux fatigués et m'a dit que non, qu'elle avait aimé ses enfants, qu'elle avait trouvé un but dans son rôle de mère, mais que si elle pouvait revenir en arrière, si elle pouvait choisir à nouveau, elle m'aurait choisi sans hésiter. Et d'une certaine manière, cela m'a apporté la paix de savoir que je n'étais pas le seul à avoir porté cet amour toutes ces années. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 2 mois, a continué Robert. Elle était très malade. Elle pouvait à peine respirer. Je lui ai dit de ne plus venir, de rester chez elle, de se reposer. Mais elle a insisté. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me voir une dernière fois, qu'elle avait besoin de me dire au revoir ici, à l'endroit où tout avait commencé. Alors, elle est venue. Sa fille Marilyn l'a amenée en voiture. Elle l'a aidée à sortir et nous a laissés seuls pendant 1 heure. Marilyn savait? Ai-je demandé, surprise. Robert a hoché la tête. Elisabeth lui avait tout dit. Elle lui avait raconté notre histoire. Elle lui avait dit que j'avais été l'amour de sa vie. Marilyn a pleuré quand elle l'a appris. Elle a pleuré pour sa mère, pour moi, pour tout ce temps que nous avions perdu. Mais elle a compris, et elle a été assez généreuse pour nous accorder ce dernier moment ensemble. Nous nous sommes assis ici, a dit Robert, désignant l'endroit exact où nous nous trouvions. Quand le soleil s'est complètement couché, elle a relevé la tête. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, Robert, je m'en vais, mais je veux que tu saches que ces derniers mois ont été le plus beau cadeau de ma vie. Tu m'as donné plus d'amour en 6 mois que je n'en ai reçu en 40 ans. Et même si nous n'avons pas pu avoir la vie dont nous rêvions, nous avons eu ceci. Nous avons eu cet endroit. Nous avons eu ces moments.
Et cela suffit. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais jusqu'à mon dernier souffle, que lorsque je mourrais, mon âme viendrait la chercher et que nous serions enfin ensemble, sans que personne ne puisse nous séparer. Elle a souri, de ce sourire triste qu'elle avait toujours. Et elle m'a embrassé, un baiser long, profond, un baiser qui avait à la fois le goût de l'adieu et de la promesse. Puis elle m'a dit quelque chose d'étrange. Elle m'a dit qu'elle avait laissé un indice, un signe, que quelqu'un finirait par venir, quelqu'un qui trouverait l'adresse enregistrée sur son GPS, et que cette personne m'apporterait un message. Je n'ai pas compris sur le coup. Je n'y ai pas prêté attention. Je pensais simplement que c'était la douleur qui parlait, que les médicaments la troublaient. Mais j'ai joué le jeu. Je lui ai dit que j'attendrais, que je serais là chaque dimanche comme toujours. En attendant, Marilyn est revenue la chercher. Elle l'a aidée à marcher jusqu'à la voiture. Elisabeth s'est retournée une dernière fois, m'a regardé et a levé la main pour me dire au revoir. J'ai levé la mienne aussi, et c'est ainsi que nous nous sommes dit adieu, sans cri, sans drame. Juste deux personnes qui s'étaient aimées toute leur vie et qui se laissaient enfin partir. Elle est morte 3 semaines plus tard. Robert a essuyé ses larmes. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Je n'étais pas invité et je n'y serais pas allé de toute façon. Même si j'avais été invité, je ne voulais pas la voir dans un cercueil. Je ne voulais pas que ce soit mon dernier souvenir d'elle. Je préférais me souvenir d'elle ici, vivante, souriante, la tête sur mon épaule, à regarder le coucher de soleil. Mais j'ai continué à venir tous les dimanches parce que je lui avais promis d'être là, et parce que d'une certaine manière, j'avais l'impression qu'elle me rendait encore visite. Que son esprit était dans cet endroit, dans le vent, dans les arbres, dans le silence. Et puis aujourd'hui, quand j'ai vu cette voiture grise monter la route, cette voiture que je connaissais si bien, j'ai su que c'était le signe. J'ai su que vous étiez la personne dont Elisabeth avait parlé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et vous êtes venu. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de suivre cette adresse. Mais vous êtes venu. Et cela signifie qu'Elisabeth a tenu sa promesse. Elle a laissé une trace pour que quelqu'un me trouve. Pour que quelqu'un vienne me dire qu'elle avait pensé à moi jusqu'à la fin, pour que je sache que je n'étais pas fou d'attendre ici pendant toutes ces années. Que ce que nous ressentions était réel, que notre amour avait de l'importance. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Je ne savais pas quoi dire. L'histoire de Robert et Elisabeth était bouleversante. Elle était belle et tragique à la fois. Et j'avais été la messagère sans le savoir. J'avais suivi ma curiosité jusqu'à cet endroit et j'avais trouvé un amour qui avait survécu à des décennies de séparation. Un amour que ni la distance, ni le temps, ni la mort ne pouvaient détruire. Elle vous aimait, ai-je fini par dire, d'une voix qui était à peine un murmure. Elle vous a aimé jusqu'à la fin, et elle voulait que vous le sachiez. Robert a hoché la tête. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu de la paix sur son visage. Merci, a-t-il dit. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de raconter cette histoire. Je l'ai portée seule pendant si longtemps que parfois je pensais que j'allais de devenir fou. Nous sommes restés assis là alors que la nuit commençait à tomber. Deux inconnus qui n'étaient plus des inconnus. Unis par le dernier souhait d'une femme qui avait aimé de tout son être. J'ai pensé à ma propre vie, à ma propre solitude, à ces 5 années que j'avais gâchées à simplement exister. Et j'ai réalisé qu'Elisabeth n'avait pas seulement laissé un message pour Robert, elle en avait aussi laissé un pour moi. Elle m'avait montré que le véritable amour existe, qu'il vaut la peine de prendre des risques, qu'il vaut la peine d'être ressenti. Qu'une vie sans amour n'est pas vraiment une vie et qu'il n'est jamais trop tard. Elisabeth avait 62 ans lorsqu'elle était revenue chercher Robert. 62 ans et avec seulement quelques mois à vivre. Mais elle l'avait fait. Elle avait eu le courage de suivre son cœur une dernière fois. Et ces 6 mois avaient suffi. Ils avaient été tout pour eux. Robert, ai-je dit doucement. Il m'a regardé. Merci d'avoir partagé votre histoire avec moi. Vous m'avez appris quelque chose que j'avais oublié, quelque chose que j'avais enterré avec mon mari. Vous m'avez rappelé que je suis encore en vie, que je peux encore ressentir, que je peux encore choisir de vivre vraiment au lieu de simplement exister. Il a souri. Alors Elisabeth a laissé un message pour vous aussi. Pas seulement pour moi, pour vous. Cette nuit-là,
je suis rentré chez moi en voiture dans un silence complet. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne voulais pas que le moindre bruit vienne interrompre les pensées qui tourbillaient dans ma tête. L'histoire de Robert et Elisabeth avait remué quelque chose de profond en moi. Quelque chose que je croyais mort. Je suis arrivé chez moi un peu après minuit 12. Je suis entré. J'ai fermé la porte. Et pour la première fois en 5 ans, la solitude ne me semblait plus confortable. Elle semblait inappropriée. Elle ressemblait à un choix que j'avais fait sans m'en rendre compte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, pensant à Elisabeth, à la façon dont elle avait vécu pendant 40 ans avec un amour caché dans le cœur, à la façon dont elle avait été une bonne épouse et une bonne mère, mais sans jamais être complète. Et j'ai pensé à Robert, à la façon dont il avait attendu toute sa vie, dont il avait choisi la solitude plutôt que d'aimer quelqu'un d'autre qu'elle. Et je me suis demandé ce qui était le pire, vivre à moitié comme Elisabeth ou ne pas vivre du tout comme Robert. Mais ensuite, j'ai pensé à ces 6 derniers mois qu'ils avaient passés ensemble. À la façon dont Elisabeth avait trouvé le courage de revenir, de le chercher, de lui dire la vérité avant de mourir. Et j'ai réalisé que cela avait été sa rédemption, sa façon de boucler la boucle, de ne pas quitter ce monde avec cet amour prisonnier d'elle-même. Elle avait été courageuse, bien plus courageuse que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillée différente. Je ne pouvais pas expliquer exactement ce qui avait changé, mais quelque chose en moi avait basculé. J'ai préparé du café comme toujours, mais au lieu de m'asseoir sur ma chaise à regarder le mur, je suis sorti sur la terrasse. Je ne l'avais pas fait depuis des mois. Le jardin était négligé, les plantes à moitié mortes, mais le soleil brillait, les oiseaux chantaient et l'air frais remplissait mes poumons d'une manière qui me faisait me sentir vivante. J'ai passé la journée à nettoyer, à arracher les mauvaises herbes, à arroser les plantes qui pouvaient encore être sauvées. J'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai mal au dos et les mains sales de terre. Mais je me sentais bien. Je me sentais utile. Je me sentais présente. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur la marche du devant et j'ai contemplé mon travail. Ce n'était pas grand-chose, juste un jardin à moitié sauvé, mais c'était un début. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai pris les clés de la voiture et je suis retourné à la montagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Peut-être parce que j'avais l'impression que l'histoire n'était pas finie. Ou peut-être parce que je voulais revoir Robert pour m'assurer qu'il allait bien. Quand je suis arrivé au belvédère, il était là, au même endroit, comme s'il n'avait jamais bougé. « Vous êtes revenu ?» a-t-il dit en me voyant. Il ne semblait pas surpris, juste heureux. Je me suis approché de lui et me suis tenu à ses côtés. « Oui » ai-je dit. « Je suis revenu. » Je ne savais pas de trop pourquoi, mais je sentais que je le devais. Robert a hoché la tête en regardant l'horizon. Parfois, les lieux nous appellent, ou les gens, ou les histoires qui ne sont pas finies d'être racontées. Nous sommes restés en silence pendant un moment. C'était un silence confortable, le genre de silence que l'on peut partager avec quelqu'un sans ressentir le besoin de le remplir de mots inutiles. Finalement, je lui ai demandé s'il venait tous les dimanches. Il a dit que oui. Qu'il était venu chaque dimanche pendant 40 ans et qu'il n'allait pas s'arrêter. C'est mon endroit maintenant, a-t-il dit. Mon sanctuaire, le seul morceau de terre où je me sens en paix. Est-ce que je peux venir avec vous, ai-je demandé. Les mots sont sortis avant même que j'aie pu y réfléchir. J'ignorais d'où ils venaient, mais dès l'instant où je les ai prononcés, j'ai su qu'ils étaient justes. Robert m'a regardé avec surprise. « Vous aimeriez faire cela ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je le pense. Je crois que cet endroit me fait du bien à moi aussi. Il me rappelle qu'il y a autre chose dans la vie que de simplement laisser passer les jours. Il me rappelle que je peux encore ressentir quelque chose. Robert a souri. Et c'est ainsi que cela a commencé. Chaque dimanche, je faisais les 2 heures de route jusqu'au belvédère. Robert était déjà là à m'attendre. Au début, nous restions simplement assis en silence à regarder le paysage, à respirer l'air de la montagne. Mais peu à peu, nous avons commencé à parler. Il m'a raconté sa vie, les emplois qu'il avait occupés, les choses qu'il avait vues, les endroits où il avait voyagé en cherchant à oublier Elisabeth, sans jamais y parvenir. Il m'a parlé de sa famille, de ses parents décédés sans comprendre pourquoi leur fils ne s'était jamais marié,
de ses frères et sœurs qui avaient cessé de le harceler après des années de refus. Il m'a dit qu'il vivait seul dans une petite maison près de la ville, que sa vie était simple, tranquille, solitaire, mais pas malheureuse. J'ai commencé moi aussi à m'ouvrir. Je lui ai parlé de mon mari, de la façon dont je l'avais aimé, mais sans cette passion que Robert avait pour Elisabeth. Mon mariage avait été bon, stable, confortable, mais il n'avait jamais eu cette intensité, ce feu qui consume et transforme. Je lui ai dit que parfois je m'en voulais de ne pas avoir aimé assez, d'avoir laissé mon mari mourir sans savoir que mon cœur avait toujours été un peu endormi. Robert m'a écouté sans me juger. Tous les amours ne sont pas comme le mien et celui d'Elisabeth, a-t-il dit. Et cela ne les rend pas moins valables. L'amour se présente sous de nombreuses formes. Et le fait que vous ayez été là pour votre mari, que vous ayez pris soin de lui, que vous lui ayez offert une vie paisible, c'est aussi de l'amour. Tout le monde n'a pas besoin de la tempête. Parfois, le calme suffit. Ces mots m'ont apporté une paix dont j'ignorais avoir besoin. J'avais porté cette culpabilité pendant des années, ce sentiment de n'avoir pas été assez, de n'avoir pas assez ressenti. Mais Robert avait raison. J'avais aimé à ma manière, et c'était très bien ainsi. Mon amour n'avait pas besoin de ressembler à celui d'Elisabeth pour exister. J'avais été moi-même, et cela suffisait. Les semaines ont passé. Les dimanches sont devenus le moment de la semaine que j'attendais avec le plus d'impatience. Ce n'était plus un jour comme les autres. C'était le jour où je me sentais revivre. Le jour où j'avais un projet à attendre, quelque chose qui me faisait sortir de chez moi et me rappeler qu'il y avait un monde dehors, un monde magnifique, un monde qui valait la peine d'être vécu. J'ai commencé à remarquer des changements en moi, d'abord minimes. Je m'habillais mieux, pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Je portais des vêtements que j'aimais au lieu de prendre la première chose venue. Je me coiffais avec soin. Je me maquillais un peu. Non pas par vanité, mais parce que je recommençais à me soucier de mon apparence. Je recommençais à faire attention à moi. J'ai aussi commencé à sortir davantage. J'allais au marché des producteurs le samedi au lieu de faire toutes mes courses lors d'une seule sortie ennuyeuse au supermarché. Je me promenais dans le parc. Je m'asseyais sur les bancs et regardais les gens passer. J'ai accepté l'invitation d'une voisine à prendre le café, ce que j'avais refusé des dizaines de fois auparavant. Et j'ai découvert que parler à quelqu'un n'était pas si terrible. Rire, partager des histoires. C'était agréable. C'était nécessaire. Mes enfants ont remarqué le changement. Mon fils m'a appelé un mardi soir, « Maman, tu as l'air différente, plus heureuse. » Je lui ai dit que ça allait bien, que j'avais commencé à sortir davantage, que j'avais rencontré un ami. Je ne lui ai pas dit qui était Robert. Je ne lui ai pas raconté l'histoire. Pas encore. C'était quelque chose d'intime, quelque chose juste pour moi, que je n'étais pas prête à partager. Mais je lui ai dit que je me sentais mieux, que je recommençais enfin à vivre. Et c'était vrai. Après 5 ans passés à simplement exister, je vivais enfin. Et tout avait commencé par une adresse sur un GPS, par un mystère que je n'avais pas pu ignorer. Par une histoire d'amour qui m'avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour ressentir. Qu'il n'est jamais trop tard pour préférer la vie à la survie. Qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir à nouveau son cœur. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce premier dimanche au Belvédère. 3 mois de conversations de plus en plus profondes. 3 mois de silence partagé qui en disaient plus que 1000 mots. 3 mois au cours desquels Robert et moi étions devenus un peu plus que 2 inconnus unis par l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous étions devenus des amis, des confidents, des compagnons au milieu de 2 solitudes qui avaient duré trop longtemps. Un dimanche, je suis arrivé au Belvédère et Robert n'était pas à sa place habituelle près de la rambarde. Je l'ai trouvé assis sur un rocher sur le côté du sentier. Il semblait fatigué, plus vieux que d'habitude. Je me suis approché, inquiète. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux et a souri, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je vais bien, et la nena. Juste un peu fatigué. Les années pèsent plus certains jours que d'autres. » Je me suis assise à côté de lui. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point il avait vieilli, les rides profondes autour de ses yeux, ses mains tremblantes, sa façon de respirer qui semblait être un effort. Cet homme avait attendu toute sa vie. Il était venu ici pendant 40 ans, et maintenant qu'il avait enfin pu dire adieu à Elisabeth,
son corps semblait avoir décidé qu'il pouvait se reposer. Tu sais, a dit Robert après un long silence, quand Elisabeth est morte, j'ai pensé que je partirais bientôt moi aussi. Je pensais que sans elle, sans l'espoir de la revoir, je n'aurais plus de raison de continuer. Mais tu es arrivé, et j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une autre raison. Peut-être qu'Elisabeth m'a envoyé quelqu'un, pas seulement pour me transmettre son message, mais pour m'apprendre que la vie continue, qu'il y a encore de la beauté à être en vie, même à notre âge, même après tout cela. Ces paroles m'ont profondément touché. J'avais pensé la même chose, qu'après la mort de mon mari, il n'y avait plus rien pour moi, que ma vie était déjà écrite et qu'il ne me restait plus qu'à attendre la fin. Mais ces 3 mois m'avaient prouvé le contraire. Ils m'avaient appris qu'il y a toujours de la place pour de nouvelles histoires, de nouvelles connexions, de nouveaux départs, quel que soit notre âge. Robert m'a regardé avec une intensité que je ne lui avais jamais vue. « Elle est la Nena ?» a-t-il dit, « puis-je te faire un aveu ?» J'ai hoché la tête. « Bien sûr, tout ce que tu veux. » Il a pris une profonde inspiration. J'ai apprécié ces dimanches plus que je ne saurais le dire. Quand tu arrives, cet endroit est différent. Ce n'est plus seulement le sanctuaire d'un amour perdu. C'est aussi un lieu d'espoir, de présent, de vie. Et j'ai réalisé que j'attends le dimanche non pas par simple habitude, mais parce que je sais que tu seras là. J'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, peut-être même jamais. C'était d'un amour différent de ce que j'avais éprouvé pour mon mari. Ce n'était pas le confort d'un amour familier. C'était quelque chose de plus intense, de plus présent, de plus réel. J'attends les dimanches avec impatience moi aussi, ai-je dit doucement. En fait, c'est la seule chose que j'attends de toute la semaine. Les autres jours ne sont que du temps qui passe en attendant de pouvoir revenir ici, en attendant de te revoir. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Dans ce silence, j'ai compris quelque chose qui m'effrayait et m'enthousiasmait en même temps. J'étais en train de tomber amoureuse, à 63 ans, d'un homme de près de 80 ans. Un homme qui avait aimé une autre femme toute sa vie. Un homme qui ne pourrait probablement jamais m'aimer comme il avait aimé Elisabeth. Mais malgré tout cela, mon cœur avait décidé de ressentir à nouveau. Je n'ai rien dit ce jour-là, je n'ai pas avoué ce qui se passait en moi. J'avais peur. Peur de gâcher ce que nous avions. Peur qu'il ne ressente pas la même chose. Peur d'être ridicule, une vieille femme amoureuse comme une adolescente. Mais ce sentiment n'est pas parti. Il a grandi. Il s'est renforcé chaque dimanche, à chaque conversation. Chaque fois que nos mains se frôlaient accidentellement et que je sentais de l'électricité parcourir ma peau. Un mois plus tard, Robert est arrivé au belvédère avec quelque chose dans les mains, une petite boîte en bois sculptée. Il s'est assis à côté de moi et me l'a tendue. C'était à Elisabeth, a-t-il dit. Elle me l'a donnée la dernière fois que nous nous sommes vus. Elle m'a dit de la garder jusqu'à ce que je sente que le moment était venu. Et je pense que ce moment est arrivé. J'ai ouvert la boîte de mes mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement pliée. Le papier était vieux, l'encre légèrement passée, mais l'écriture était claire, élégante, l'écriture d'une femme qui savait qu'elle écrivait ces derniers mots. Robert a hoché la tête. J'ai déplié la lettre et j'ai commencé à lire. Cher Robert, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et c'est aussi parce que quelqu'un a suivi l'indice que j'ai laissé. Quelqu'un de curieux, de courageux, quelqu'un qui avait besoin de te trouver autant que tu avais besoin d'être trouvé. J'ignore qui sera cette personne, mais je sais qu'elle arrivera car l'univers se montre généreux avec les cœurs solitaires lorsqu'ils sont enfin prêts à s'ouvrir. Je veux que tu saches que ces derniers mois avec toi ont été le plus grand cadeau de ma vie. Tu m'as apporté la paix. Tu m'as permis de tourner la page. Tu m'as donné la chance de t'aimer ouvertement une dernière fois. Et même si je m'en vais, je pars heureuse parce que je sais que je t'ai bien aimé et que je sais que tu m'as encore mieux aimé. Mais à présent, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai besoin que tu vives vraiment, et que tu ne te contentes pas d'exister en m'attendant à ce belvédère. J'ai besoin que tu ouvres ton cœur à la possibilité d'être heureux. Tu n'as pas besoin de m'aimer moins pour aimer quelqu'un d'autre. Le cœur ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne s'épuise pas, il se multiplie. Et tu as tellement d'amour à donner que ce serait un crime qu'il meure sans être partagé. À la personne qui lit ceci aux côtés de Robert, merci. Merci d'avoir suivi votre curiosité. Merci d'avoir écouté son histoire.
Merci de lui tenir compagnie. Je sais que vous ne me connaissiez pas. Je sais que cela doit sembler étrange, mais j'ai confiance dans le fait que l'univers vous a placé sur sa route pour une raison. Peut-être avait-il besoin de votre amitié. Ou peut-être aviez-vous besoin de son histoire. Ou peut-être, juste peut-être, avez-vous besoin l'un de l'autre d'une manière que vous ne comprenez pas encore. N'ayez pas peur de ressentir. N'ayez pas peur de vivre. J'ai gâché 40 ans à être lâche. 40 ans pendant lesquels j'aurais pu me battre plus fort, pendant lesquels j'aurais pu être plus courageuse. Ne commettez pas mon erreur. S'il y a quelque chose que vous voulez dire, dites-le. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, faites-le. Car le temps est cruel et impitoyable, et les regrets pèsent plus lourd que n'importe quelle erreur. Avec tout mon amour, Elisabeth. Des larmes ont coulé sur mon visage quand j'ai fini de lire. J'ai regardé Robert et j'ai vu qu'il pleurait lui aussi. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment. Deux personnes brisées, deux personnes solitaires, deux personnes qui avaient trouvé du réconfort dans la douleur de l'autre. Et désormais, nous avions la bénédiction d'une femme défunte pour oser ressentir quelque chose de plus. Elle est la Nena, a dit Robert, d'une voix rauque. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai secoué la tête. Non, laisse-moi parler en premier car si je ne le dis pas maintenant, je ne le dirai jamais. Et Elisabeth a raison. Je ne veux plus avoir de regrets. J'ai pris sa main, la vieille main ridée d'un homme qui avait attendu toute une vie. Je suis tombée amoureuse de toi, non pas de la façon dont tu as aimé Elisabeth. Cela, c'était le feu, la passion, une tempête. Ici, c'est différent. C'est plus doux, plus calme, mais ce n'est pas moins réel, pas moins important. Robert a serré ma main. Moi aussi, a-t-il dit. Je pensais que je ne pourrais plus aimer personne après elle. Je croyais que mon cœur avait été enterré avec Elisabeth. Mais tu m'as montré que je me trompais. Tu m'as appris que le cœur peut aimer plus d'une fois, de manière différente. Et c'est bien ainsi. Ce n'est pas une trahison. C'est juste la vie. La vie qui suit son cours naturel. Nous nous sommes penchés l'un vers l'autre et là, à l'endroit même où Elisabeth et Robert s'étaient aimés 40 ans auparavant, nous nous sommes embrassés. Ce n'était pas un baiser désespéré. Ce n'était pas une passion débordante. C'était de la tendresse. C'était de la compréhension. C'étaient deux âmes fatiguées qui trouvaient refuge l'une dans l'autre. C'était parfait. Quand nous nous sommes séparés, nous sourions tous les deux, de sourires timides, comme des adolescents vivant leur premier amour. Parce que, d'une certaine manière, c'était exactement ce que nous étions. Deux personnes âgées vivant quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elles n'avaient jamais connu ainsi, quelque chose qui valait chaque année d'attente, chaque année de solitude, chaque année de douleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé. Robert a regardé l'horizon. Cet horizon qu'il avait contemplé pendant 40 ans, attendant quelque chose qui était enfin arrivé. On vit, a-t-il dit simplement. On vit tout le temps qu'il nous reste, sans peur, sans culpabilité. On vit, tout simplement. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Les mois suivants ont été comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Robert et moi continuions à nous voir tous les dimanches au Belvédère, mais à présent nous nous voyons aussi pendant la semaine. Il descendait en ville et nous passions les après-midi ensemble. Nous buvions du café sur ma terrasse. Nous nous promenions dans le parc. Nous allions au cinéma comme deux adolescents à leur premier rendez-vous. Et chaque instant nous semblait précieux. Chaque instant semblait voler autant que nous avions gaspillé à être seuls. La première fois que Robert est venu chez moi, il est resté dans l'entrée à tout regarder avec curiosité. C'est un endroit accueillant, a-t-il dit. Il te ressemble, chaleureux, paisible, plein d'une vie cachée qui attend de s'exprimer. J'ai fait du café et nous nous sommes assis dans le salon. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien, de nos vies passées, de nos peurs, de nos espoirs pour le temps qu'il nous restait. Je lui en ai dit plus sur mon mari, sur le fait qu'il avait été un homme bon mais distant, sur notre mariage qui avait été davantage une association qu'une romance. Nous prenions soin l'un de l'autre, lui ai-je dit. Nous avons élevé nos enfants. Nous avons construit une vie stable, mais il n'y a jamais eu cette étincelle, cette connexion profonde. Et pendant des années, j'ai pensé que c'était normal. Que c'était ça, le mariage. Mais maintenant, je me rends compte que je me contentais de peu. Robert m'a écouté sans jugement.
Je ne pense pas que tu te contentais de peu, a-t-il dit. Je pense que tu faisais de ton mieux avec ce que tu avais. Tout le monde ne reçoit pas le même type d'amour, et tout le monde ne sait pas qu'autre chose existe avant de l'avoir vécu. Tu as été une bonne épouse, une bonne mère, cela compte. C'est important. Et maintenant, tu as une seconde chance. Peu de gens ont cette chance. Il avait raison. Peu de gens de notre âge ont droit à une seconde chance en amour. La plupart se résignent, s'installent dans la solitude ou dans des mariages sans vie. Mais nous avions trouvé quelque chose de différent, d'inattendu, et nous n'allions pas en perdre une seule seconde. J'ai commencé à le présenter à mes voisins, d'abord avec un peu d'embarras. J'ignorais comment expliquer qui il était. Mon petit ami sonnait ridicule à 63 ans. Mon ami semblait trop informel pour ce que nous ressentions. À la fin, je disais simplement « Voici Robert », et je les laissais en tirer leurs propres conclusions. La plupart souriaient d'un air entendu. Certains étaient surpris, mais personne ne jugeait, ou si c'était le cas, je m'en moquais bien. Un après-midi, Marilyn est venue nous voir sans prévenir. Elle a frappé à la porte alors que Robert et moi étions sur la terrasse. J'ai ouvert, et son visage a montré de la surprise en voyant un homme inconnu chez moi. « Marilyn, ai-je dit, il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Nous sommes allés sur la terrasse. Robert s'est levé, et quand Marilyn l'a vu, son visage s'est décomposé. D'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, puis des larmes. « Vous êtes Robert » a-t-elle dit, la voix brisée. « Le Robert de ma mère. » Il a hoché la tête. « C'est moi, et tu devais être Marilyn. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi. Elle m'a dit que tu étais une bonne fille, que tu avais pris soin d'elle jusqu'à la fin. » Marilyn a mis ses mains sur sa bouche. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez ensemble. Ma mère. Elle voulait cela. Elle a tout planifié. Nous nous sommes assis tous les trois et je lui ai raconté toute l'histoire, comment j'avais trouvé l'adresse sur le GPS, comment j'avais gravi la montagne, comment j'avais rencontré Robert et appris son histoire. Comment nous avions commencé à nous voir tous les dimanches et comment nous étions finalement tombés amoureux. » Marilyn pleurait en écoutant. Quand j'ai eu fini, elle s'est levée et a pris Robert dans ses bras. « Merci, lui a-t-elle dit. Merci d'avoir rendu ma mère heureuse pendant ces derniers mois. Merci de l'avoir aimée comme elle le méritait, et merci d'avoir permis à Elena de faire partie de tout cela. Ma mère aurait été si heureuse de savoir que vous vous étiez trouvés, que son histoire avait cette fin. » Robert pleurait aussi. « Ta mère a été l'amour de ma vie, a-t-il dit. Après cet après-midi, Marilyn est devenue notre plus grande alliée. Elle nous a invités à dîner avec elle et mon fils. Au début, mon fils était confus, voire mal à l'aise. « Maman, m'a-t-il dit en privé, es-tu sûre de toi? Es-tu heureuse ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années, mon chéri. » Robert me fait me sentir vivante à nouveau. Il me rappelle qu'il est encore temps de vivre de nouvelles expériences, de ressentir des choses que je pensais ne plus jamais éprouver. Mon fils a pris une profonde inspiration. « Alors je suis heureux pour toi, maman. Tu mérites d'être heureuse. Et s'il te rend heureuse, alors tu as ma bénédiction. » Ces mots comptaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je n'avais pas besoin de sa permission. Mais j'avais besoin de savoir qu'il comprenait, qu'il me soutenait, qu'il ne me jugeait pas pour avoir choisi de vivre à nouveau plutôt que de rester prisonnière du passé. Les dimanches au Belvédère sont devenus sacrés. Nous n'y allions plus seulement pour nous souvenir. Nous y allions pour créer de nouveaux souvenirs. Nous apportions à manger. Nous restions des heures à discuter, à planifier de petits voyages que nous voulions faire, des endroits que nous voulions visiter, des choses que nous voulions vivre ensemble. Nous n'avions pas 20 ans. Nous n'avions pas l'énergie de la jeunesse. Mais nous avions quelque chose de mieux, la sagesse de savoir que le temps était précieux, que chaque instant comptait. Un après-midi, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre endroit favori, Robert m'a pris la main. « Elena, a-t-il dit, j'ai réfléchi à quelque chose. Je veux que tu t'installes avec moi, ou alors je m'installerai chez toi. Je ne veux plus gaspiller les jours. Je veux me réveiller à tes côtés. Je veux prendre le café avec toi chaque matin. Je veux partager ma vie avec toi pour tout le temps qu'il nous reste. » Mon cœur s'est emballé. C'était une proposition terrifiante.
Vivre ensemble à notre âge, avec nos habitudes bien ancrées, nos manies. Mais c'était aussi passionnant. C'était la promesse de ne plus être seul, d'avoir une présence constante, de construire quelque chose ensemble pour le temps qu'il nous restait. Oui, ai-je dit sans trop réfléchir. Oui, je le veux. Je veux me réveiller à tes côtés. Je veux partager ma vie avec toi. Nous avons décidé qu'il s'installerait chez moi. C'était plus grand, plus confortable, et c'était dans la ville où j'avais toutes mes affaires, mes médecins, mes repères. Robert n'y voyait aucun inconvénient. Il avait vécu seul pendant des décennies. N'importe quel endroit serait parfait tant que j'y étais. Nous avons commencé à faire des projets, imaginant ce que serait notre vie commune. Et chaque projet me remplissait d'une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes enfants ont réagi différemment. Mon fils aîné était heureux pour moi. Ma fille cadette était sceptique. Maman, m'a-t-elle dit au téléphone, tu le connais à peine. Et s'il s'avérait différent une fois que vous vivrez ensemble? Et si ça ne marchait pas? Je lui ai dit que c'était un risque que j'étais prête à prendre, que j'avais passé 5 ans sans rien risquer, s'installant dans une zone de confort qui tenait plutôt de la prison, et que je préférais essayer et échouer plutôt que de continuer à me demander ce qui se serait passé. Le déménagement fut simple. Robert n'avait pas grand-chose, quelques cartons de vêtements, des livres, de vieilles photographies, et une boîte spéciale qui contenait toutes les lettres qu'Elisabeth lui avait écrites quand ils étaient jeunes, celles que sa famille avait renvoyées sans les ouvrir. Mais qu'il avait conservées pendant des années. Il m'a demandé si cela me dérangeait qu'il les apporte, si cela me mettait mal à l'aise qu'il garde ses souvenirs. Cela ne me dérange pas, lui ai-je dit honnêtement. Elisabeth a été une partie importante de ta vie. Je ne vais pas te demander d'effacer cela. Je ne suis pas en compétition avec sa mémoire. Je lui suis reconnaissante, car son amour pour toi et ton amour pour elle m'ont mené ici. Ils m'ont appris que le véritable amour existe et m'ont donné la chance d'en faire moi-même l'expérience. Robert m'a serré fort dans ses bras. J'ignore ce que j'ai fait pour te mériter, a-t-il dit. Mais merci. Merci de comprendre. Merci de ne pas avoir peur d'un passé que je ne peux pas changer. La première nuit où Robert a dormi chez moi fut à la fois étrange et merveilleuse. Nous avons dîné ensemble. Nous avons regardé la télévision. Et quand est venu le moment de se coucher, il y a eu un instant de gêne. Nous n'avions pas parlé de dormir ensemble, de partager le même lit. Nous étions plus âgés. Nos corps n'étaient plus ce qu'ils étaient. Nos attentes étaient différentes. Mais quand nous avons éteint les lumières et que nous nous sommes allongés, il m'a simplement pris la main. Et c'est ainsi que nous nous sommes endormis, en nous tenant la main comme deux enfants qui ont peur du noir. Et c'était parfait, car nous n'avions pas besoin de plus. Nous avions seulement besoin de savoir que nous n'étions pas seuls, que quelqu'un était là, quelqu'un qui nous comprenait, quelqu'un qui nous acceptait avec toutes nos blessures et nos cicatrices. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et je l'ai regardé dormir. Sa respiration calme, son visage détendu. Et j'ai ressenti une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. De la gratitude pour avoir suivi cette adresse sur le GPS. De la gratitude pour avoir été assez curieuse, assez courageuse. De la gratitude pour Elisabeth et son dernier cadeau. Et de la gratitude pour cet homme qui dormait à mes côtés, cet homme qui m'avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre. La vie commune avec Robert s'est avérée plus facile que je ne l'avais imaginé. Nous nous sommes habitués l'un à l'autre avec un naturel surprenant. Il se levait tôt et préparait le café. Je faisais le petit déjeuner. Nous passions nos matinées à lire le journal ensemble sur la terrasse. Nous consacrions nos après-midi à nous promener dans le quartier ou simplement à rester à la maison pour profiter de la compagnie de l'autre. Et nous passions nos nuits à discuter jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. Tout n'était pas parfait. Nous avions nos différences. Il était plus ordonné que moi. J'étais plus impulsif que lui. Parfois, nous nous disputions pour des broutilles, pour la façon de plier les serviettes ou pour la température de la climatisation. Mais même ces disputes avaient quelque chose de beau, car elles signifiaient que nous étions bien vivants. Nous construisions une vie ensemble, nous apprenions à faire des compromis, à négocier, à trouver un terrain d'entente. Un matin, 2 mois après son emménagement, Robert s'est réveillé en toussant. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était qu'une toux, probablement un rhume. Mais les jours ont passé et la toux ne s'analysait pas.
Elle a empiré. Il se fatiguait facilement. Il a perdu l'appétit. Et une nuit, alors que nous dormions, je l'ai entendu lutter pour respirer. Cela m'a terrifié. Le lendemain matin, je l'ai forcé à aller chez le médecin. Les examens ont pris 2 semaines d'incertitude, de peur silencieuse, de nuits blanches à imaginer le pire. Robert essayait de rester calme, d'agir comme si de rien n'était. Mais Jacques voyait la peur dans ses yeux. Je voyais comment il regardait les choses avec plus d'attention, comme s'il les mémorisait, se préparant à dire au revoir. Quand les résultats sont enfin arrivés, le médecin nous a annoncé la nouvelle avec un tact qui ne faisait que rendre la douleur plus vive. Un cancer du poumon à un stade avancé. Il s'était probablement développé pendant des années sans aucun symptôme. Un traitement pouvait lui faire gagner quelques mois, peut-être un an, mais il était agressif et, à son âge, son corps risquait de ne pas supporter la chimiothérapie. Il devait choisir, la qualité de vie ou la quantité de temps. Nous avons quitté le cabinet en silence. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes restés assis là sans rien dire. Finalement, Robert a pris la parole. « Je ne vais pas faire de traitement », a-t-il dit. « Je ne vais pas passer mes derniers mois à me sentir encore plus mal que je ne le suis déjà. Je veux vivre, vivre vraiment, pour tout le temps qu'il me reste. Je veux profiter de chaque jour avec toi sans être malade et affaibli par les médicaments. » Je voulais contester. Je voulais le convaincre de se battre, d'essayer tout ce qui pourrait lui donner plus de temps. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai compris. Il avait attendu toute une vie. Il avait souffert de 40 ans de solitude. Et maintenant qu'il avait enfin trouvé la paix, il n'allait pas gâcher ses derniers mois dans des hôpitaux et des traitements douloureux. Il allait vivre, et j'allais être à ses côtés. « C'est d'accord », ai-je dit en lui prenant la main. « Nous ferons comme tu le souhaites. Nous vivrons chaque jour comme un cadeau, car c'en est un. Et le moment venu, je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Je te le promets. » Robert a serré ma main, des larmes dans les yeux. « Merci, Elena. Merci de comprendre. Merci de ne pas me forcer à mener une bataille que je ne veux pas mener. Merci de être simplement là. Les mois qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Sachant que le temps était compté, chaque instant devenait précieux. Nous avons fait toutes les choses que nous avions prévues. Nous sommes allés à la plage, ce qu'aucun de nous deux n'avait fait depuis des années. Nous nous sommes assis sur le sable, regardant l'océan pendant des heures, sentant le soleil sur notre peau, écoutant les vagues, vivant pleinement. Nous avons visité des villes voisines qu'aucun de nous ne connaissait. Nous avons mangé dans de nouveaux restaurants. Nous avons goûté des plats que nous n'avions jamais essayés. Nous avons acheté des glaces et les avons mangées en nous promenant dans le parc comme des enfants. Nous sommes allés au théâtre, au musée, à des concerts. Nous avons fait tout ce que le corps de Robert lui permettait. Et quand il était trop fatigué pour sortir, nous restions à la maison à regarder des films, à lire, tout simplement à être ensemble. Chaque dimanche, nous montions toujours au Belvédère. Même quand Robert pouvait à peine marcher, même quand il devait s'arrêter tous les 3 pas pour reprendre son souffle, il insistait pour y aller. « Cet endroit est sacré », me disait-il. « C'est ici que j'ai aimé Elisabeth. C'est ici que je t'ai rencontré. C'est ici que ma vie a pris tout son sens. Je veux continuer à y venir jusqu'à ce que je ne le puisse plus. » Et c'est ce que nous avons fait. Jusqu'au tout dernier dimanche où il fut en état d'y monter. Ce jour-là, assis à notre endroit préféré, Robert m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Elena, a-t-il dit, je veux que tu saches que ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Oui, j'ai aimé Elisabeth de toute mon âme, et oui, je l'ai attendue pendant des décennies. En revanche, ce que j'ai avec toi est différent. C'est réel. C'est présent. C'est complet. Et je n'échangerai pour rien au monde un seul jour de ce temps passé ensemble. » J'ai pleuré en l'entendant dire cela parce que je ressentais exactement la même chose. Ces mois avec Robert avaient eu plus de sens que des années entières de ma vie passée. Il m'avait appris à vivre vraiment, à ressentir profondément, à ne pas avoir peur de l'amour simplement parce qu'il s'accompagne d'une possibilité de perte. L'amour vient toujours avec cette possibilité. Mais cela en vaut la peine. Cela en vaut toujours la peine. Il est arrivé un moment où Robert n'a plus pu sortir du lit. Son corps finissait par abandonner. J'ai embauché une infirmière pour venir la journée.
Mais les nuits m'appartenaient. Je m'allongeais à côté de lui. Je lui tenais la main. Je lui parlais de nos souvenirs, des choses que nous avions vécues ensemble. Je lui lisais ses livres préférés. Je mettais de la musique douce. Et il souriait. Même dans la souffrance, il souriait. Une nuit, Marilyn est venue nous rendre visite. Elle avait amené mon fils avec elle. Ils se sont assis autour du lit de Robert, et il leur a raconté des histoires de sa jeunesse, d'Elisabeth, de la façon dont il avait rencontré la mère de ma belle-fille décédée, de la façon dont elle avait été l'amour de sa vie, mais que j'avais été sa rédemption. Mon fils a pleuré. Il ignorait que des hommes de près de 80 ans pouvaient aimer ainsi, avec une telle intensité, avec une telle pureté. Avant de partir, mon fils m'a serré dans ses bras. Maman, m'a-t-il dit, je suis désolé d'avoir douté de tout cela. Je suis désolé de ne pas avoir compris dès le début. Ce que vous avez tous les deux est spécial. C'est rare, et je me sens chanceux d'en avoir été témoin. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, qu'il ne faut jamais abandonner. Ces mots m'ont apporté la paix, car ils signifiaient que ce que Robert et moi avions partagé ne nous avait pas seulement changé, nous. Cela avait touché les autres aussi. Cela avait été une source d'inspiration. La dernière semaine fut la plus difficile. Robert dormait la majeure partie du temps. Lorsqu'il était éveillé, il pouvait à peine parler, mais son regard disait tout. Quand il me regardait, j'y voyais de la gratitude, de l'amour, de la paix, et j'essayais de lui rendre ce même regard, de lui dire sans mots que cela en avait valu la peine, que je le referais, que je ne regrettais rien. La dernière nuit, je me suis allongé à côté de lui comme toujours. Je lui ai chuchoté à l'oreille, « Je t'aime, Robert. Merci de m'avoir appris à revivre. Merci de m'avoir montré que l'amour peut survenir à tout moment, à n'importe quel âge. Merci de m'avoir choisi. » Il a faiblement serré ma main et, dans un effort qui dut lui coûter tout ce qui lui restait de force, il a murmuré, « Elanena, mon Elanena, à bientôt. » Il s'est endormi, sa main dans la mienne. Et à un moment donné, au petit matin, sa respiration s'est arrêtée. Ce fut calme, paisible, sans douleur. Je suis resté là, allongé à ses côtés jusqu'au lever du soleil, à pleurer, à le remercier, à lui dire adieu. Et quand je me suis enfin levé, je savais que j'avais changé pour toujours, que je ne serais plus jamais la femme vide que j'étais auparavant, car Robert m'avait appris quelque chose d'inestimable. Il m'avait appris que vivre vaut toujours la peine. Les obsèques ont été intimes, restreintes aux seules personnes qui le connaissaient vraiment. Marilyn a pris la parole. Mon fils a parlé, et moi aussi. J'ai raconté à tout le monde comment un GPS avec une adresse mystérieuse m'avait mené vers l'amour de ma vie. Comment une femme décédée avait conspiré depuis l'au-delà pour unir deux âmes solitaires. Comment Robert m'avait sauvé sans même le savoir. Et comment notre temps passé ensemble, bien que bref, avait suffi. Il avait été tout pour nous. Après l'enterrement, Marilyn m'a remis quelque chose, une lettre. Elle venait de Robert. Il l'avait écrite des semaines avant de mourir et lui avait demandé de me la donner après sa disparition. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte et j'ai lu ces derniers mots qui m'étaient adressés, des mots d'amour, de gratitude, d'espoir. Et à la dernière ligne, une requête, continue de vivre, Elanena. Pas pour moi, pour toi. Parce que tu mérites chaque jour de bonheur que tu pourras trouver. Et parce que désormais, tu sais comment faire. Je t'aime pour toujours. Les premiers jours après la mort de Robert ont été les plus sombres. Je me réveillais en m'attendant à le voir à mes côtés, pour ne trouver qu'un lit vide. Je préparais du café pour deux par habitude, puis je me rappelais que j'étais à nouveau seul. La maison me semblait trop grande, trop silencieuse, et pendant un moment, j'ai craint de retomber dans ce vide dans lequel j'avais vécu pendant 5 ans. Cet endroit où je ne faisais qu'exister sans vraiment vivre. Mais quelque chose était différent cette fois. La douleur que je ressentais n'était pas cette même douleur terne et grise que j'avais éprouvée à la mort de mon mari. Cette douleur était vive, intense, bien vivante, et bien qu'elle fasse mal, elle me rappelait aussi que j'avais aimé, que j'avais ressenti, que j'avais vécu quelque chose de réel et de profond. D'une étrange manière, cela m'apportait du réconfort, car cela signifiait que Robert avait laissé sa marque en moi, une empreinte qui ne s'effacerait jamais. Marilyn venait me voir tous les 2 jours. Elle m'apportait de la nourriture. Elle s'asseyait avec moi. Elle me laissait pleurer sans chercher à me consoler avec des mots creux.
Elle était simplement là. Et sa présence suffisait. Un jour, elle m'a apporté une boîte. C'était dans les affaires de ma maman, m'a-t-elle dit. Je pense que tu aimeras voir ça. J'ai ouvert la boîte et à l'intérieur, j'ai trouvé un album photo. Des photos d'Elisabeth et de Robert quand ils étaient jeunes, au belvédère, souriants, s'enlaçant, amoureux. J'ai pleuré en regardant ces clichés. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude car ces images me montraient quelque chose de magnifique. Elles prouvaient que leur amour avait été réel, qu'il en avait valu la peine, et que même s'ils n'avaient pas pu être ensemble, même s'ils avaient été séparés pendant des décennies, ils s'étaient retrouvés à la fin. Et cette conclusion, bien que brève, avait suffi. Elle avait été tout ce dont ils avaient besoin. Sur la dernière page de l'album, il y avait une photo différente. Elle était récente. Elisabeth et Robert au belvédère, tous deux âgés, tous deux fatigués, mais arborant les mêmes sourires que sur les photos de leur jeunesse. Marilyn m'a dit qu'elle avait pris cette photo le dernier jour où sa mère avait vu Robert, le jour des adieux, et les voir ainsi réunis une dernière fois m'a brisé et guéri le cœur en même temps. Les semaines ont passé, puis les mois. La douleur n'a pas disparu, mais elle est devenue plus surmontable. J'ai appris à vivre avec, à la porter comme une partie de moi. Et lentement, j'ai recommencé à sortir, à me promener dans le parc, à prendre le café avec des voisins, à accepter des invitations que j'aurais rejetées auparavant, parce que je me souvenais de la lettre de Robert, de sa demande de continuer à vivre, et je ne voulais pas le décevoir. Un dimanche, 6 mois après sa mort, j'ai pris les clés de la voiture, cette même voiture que j'avais achetée à Elisabeth, cette même voiture qui contenait cette adresse mystérieuse qui avait changé ma vie et j'ai conduit jusqu'au belvédère. Je n'y étais pas retourné depuis la mort de Robert. J'avais peur que ce soit trop douloureux. Cependant, quelque chose m'appelait vers cet endroit. Quelque chose me disait qu'il était temps d'y retourner. Quand je suis arrivé, l'endroit était exactement comme dans mes souvenirs. La rambarde en bois, les grands arbres, l'horizon infini. Je me suis avancé jusqu'à l'endroit où Robert se tenait habituellement, là où il avait attendu pendant 40 ans, là où il m'avait raconté son histoire, là où nous étions tombés amoureux. Et je suis resté là, sentant le vent sur mon visage, écoutant le silence de la montagne. « Bonjour, Robert », ai-je dit à haute voix. « Bonjour, Elisabeth. Merci. Merci pour tout. Merci de m'avoir appris que l'amour existe, qu'il vaut la peine de prendre des risques, qu'il n'est jamais trop tard. » Des larmes coulaient sur mon visage, mais je souriais car je savais que, où qu'ils soient désormais, ils étaient enfin ensemble, enfin libres, enfin en paix. Je me suis assise par terre, à l'endroit même où Robert et moi nous étions assis tant de fois, et j'ai sorti un carnet de mon sac. J'avais commencé à écrire, à documenter notre histoire. L'histoire de la façon dont une adresse sur un GPS m'avait mené à l'amour. Comment 2 personnes solitaires s'étaient trouvées dans l'endroit le plus inattendu. Comment nous avions appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre. J'écrivais pour moi-même, pour assimiler, pour me souvenir. Mais j'écrivais aussi avec l'espoir que quelqu'un d'autre le lise un jour. Quelqu'un qui se sentirait perdu comme je l'avais été. Quelqu'un qui aurait besoin de savoir qu'il y a toujours de l'espoir. J'ai passé des heures là-haut ce jour-là à écrire, à me souvenir, à pleurer et à rire en même temps. Et quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai fermé le carnet. Je me suis levé et j'ai parlé à l'horizon une dernière fois. Je vais vivre, Robert, exactement comme tu me l'as demandé. Je vais vivre chaque jour qu'il me reste. Pour moi, pour toi, pour Elisabeth, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue. Je suis redescendu de la montagne le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Et quand je suis rentré chez moi, au lieu de m'enfermer, je suis sorti. Je me suis promené dans le quartier. J'ai salué les gens. J'ai accepté une invitation à dîner de la part d'un voisin. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Robert, je me suis endormi sans ce poids écrasant sur la poitrine. Je me suis endormi avec de l'espoir. Les mois suivants furent une véritable transformation. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais osé entreprendre. J'ai voyagé seul pour la première fois de ma vie. Je suis allé dans la ville où Elisabeth était née. J'ai visité les lieux qu'elle et Robert avaient aimés. Et dans chaque endroit, je sentais leur présence. J'avais l'impression qu'ils me guidaient, m'encourageaient à continuer.
J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis fait des amis, des femmes de mon âge qui apprenaient elles aussi à vivre à nouveau après une perte. Nous nous réunissions le jeudi pour prendre le thé et partager des histoires. Et je leur racontais la mienne, l'histoire du GPS, du Belvédère, de Robert et d'Elisabeth. Et elles pleuraient toutes. Elles me disaient toutes que c'était la plus belle histoire qu'elles aient jamais entendue. Qu'elle leur donnait de l'espoir. Qu'elle leur rappelait qu'il n'est jamais trop tard. 1 an après la mort de Robert, je suis retourné au Belvédère. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené Marilyn. J'ai emmené mes enfants. J'ai emmené mes amis du club de lecture, et là, devant cet horizon infini, j'ai lu toute l'histoire à haute voix. Tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais vécu. Et quand j'ai eu fini, tout le monde pleurait, mais c'était de bonnes larmes. Des larmes d'espoir, d'inspiration, de gratitude. Marilyn m'a serré fort dans ses bras. Merci, Elena, m'a-t-elle dit. Merci d'avoir aimé Robert. Merci d'avoir honoré la mémoire de ma mère. Merci d'avoir prouvé que l'amour n'a pas d'âge. Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mon fils m'a serré dans ses bras lui aussi. Je suis fier de toi, maman, m'a-t-il dit. Tu m'as plus appris au cours de ces 2 dernières années que durant toute ma vie. Tu m'as appris à être courageux, à ne pas avoir peur de ressentir, à vivre vraiment. Ces mots m'ont rempli d'une joie profonde car ils signifiaient que mon histoire ne m'avait pas seulement changé, moi. Elle avait touché d'autres personnes. Elle avait inspiré. Elle avait instruit. Et c'était exactement ce qu'Elisabeth avait voulu. C'est pour cela qu'elle avait laissé cette adresse sur le GPS. Pas seulement pour que Robert sache qu'elle l'aimait jusqu'à la fin, mais pour créer une chaîne d'amour, d'espoir et de transformation. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai acheté cette voiture. 2 ans depuis que j'ai suivi ma curiosité jusqu'à cette montagne. 2 ans depuis que j'ai rencontré Robert. Et même s'il est parti, son impact sur ma vie reste immense. Il m'a changé. Il m'a sauvé. Il m'a appris à vivre. Je ne suis plus cette femme vide qui ne faisait qu'exister. Maintenant, je suis quelqu'un qui vit pleinement, qui ressent profondément, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui sait que l'amour peut arriver à tout moment, à tout âge, sous n'importe quelle forme, et que cela en vaut toujours, toujours la peine. Je monte toujours au Belvédère tous les dimanches. C'est mon rituel, ma façon d'honorer Robert et Elisabeth, ma façon de me rappeler que je dois continuer à vivre. Et chaque fois que je suis là-haut à contempler cet horizon infini, j'ai l'impression qu'ils sont avec moi, me guidant, me protégeant, me rappelant que la vie est un cadeau, que chaque jour compte, qu'il n'est jamais trop tard. Et si je pouvais donner un conseil à quiconque lit ceci, à quiconque se sent perdu, vide, résigné, je vous dirais ceci, suivez votre curiosité. Osez explorer. Osez ressentir, car vous ne savez jamais où une simple adresse enregistrée sur un GPS peut vous mener. Vous ne savez jamais quelle histoire vous attend au bout de la route. Vous ne savez jamais quand la vie va vous donner une seconde chance. Et quand cette occasion se présente, saisissez-la. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Ne vous contentez pas de simplement exister, vivez. Vivez complètement. Vivez sans regret car, au bout du compte, la seule chose qui importe est l'amour que vous avez donné et celui que vous avez reçu. Les expériences que vous avez vécues, les personnes que vous avez touchées et les moments où vous avez osé pleinement ressentir. C'était mon histoire. L'histoire de la façon dont une adresse mystérieuse m'a mené vers l'amour, m'a mené vers moi-même, m'a mené vers la vie que j'aurais dû mener depuis le début. Et j'espère que mon histoire vous incitera à chercher la vôtre, à suivre votre propre chemin, à oser vivre vraiment. Parce que nous méritons tous cette chance. Nous méritons tous l'amour. Nous méritons tous de nous sentir vivants. Quel que soit l'âge, quel que soit le passé, quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard. Souvenez-vous de cela. Il n'est jamais trop tard.